Autrement dit, j'ai en même temps le crédit et en même temps le produit. Parce qu'évidemment, si ma femme m'a payé pour faire le jardin, j'ai déclaré dans la catégorie traitements et salaires les émoluments que j'ai perçus. Eh bien, vous voyez que ce petit exemple peut redonner vie à une situation d'ailleurs très générale qu'on appelle le concubinage. Parce que dans le concubinage, on a deux foyers fiscaux distincts, pas du tout pareil. Et si on a deux foyers fiscaux distincts, le dispositif de la Cour administrative de Marseille ne peut pas s'appliquer aux concubins. Vous voyez les perspectives qui nous sont offertes. On peut être rémunéré pour faire le jardin et rémunérer quelqu'un pour faire la cuisine. Tout le problème de l'optimisation est le suivant. Est-ce que les 50% de crédit d'impôt excèdent ou non les charges sociales? Parce que si ça n'excède pas les charges sociales et si c'est moins, je gagne un petit peu. Pas beaucoup. Mais il y a un avantage. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ça se fait. Et on me dit que ça se fait non pas pour le petit avantage. Cela dit, c'était quand même pour cela. C'est parce qu'il paraît qu'on prend des trimestres pour la retraite. Ah, on ne peut pas quitter les régimes dérogatoires aussi simplement que voudrait le faire aujourd'hui. Parce que les trimestres pour le petit salarié qui fait des petits travaux à domicile, il prend des trimestres. Donc, je ne vous incite pas spécialement au divorce. Encore qu'un divorce qui se traduit par un concubinage entre les mêmes personnes, ce n'est qu'un problème juridique. Mais il faut se méfier, on pourrait profiter de la liberté nous acquise, ce qui évidemment serait dramatique. Bien, voilà comment on peut quelquefois réfléchir. Alors maintenant, vous avez une seconde réflexion qui a mené concernant les réductions d'impôts sur les investissements immobiliers locatifs. Et on avait déjà traité d'ailleurs du dispositif de Normandie qu'on avait appelé l'année dernière Pinel de Normandie, et dans les adaptations, là on l'appelle de Normandie. De Normandie, c'est un ministre du logement, vous êtes secrétaire d'État, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Donc, il nous fait au moins une loi de finances où il laisse son nom. Comme les précédents, d'ailleurs, il n'y a pas de raison de ne pas laisser son nom quand on a la chance d'être ministre du Logement. Simplement, sa mesure de l'année dernière, qui consistait à dire « je vais faire du Pinel sur de l'ancien », alors que c'était toujours sur des immeubles neufs, c'était nouveau. Simplement, c'était de l'ancien situé en centre-ville, et sur lequel on devait faire des travaux de rénovation qui étaient au moins d'un montant de 25% de l'opération globale. Je pense que cette mesure n'a pas très bien fonctionné d'emblée, parce qu'une mesure fiscale qui fonctionne très bien d'emblée, on n'y touche jamais. Et quand on est amené à adapter une mesure fiscale dès l'année suivante de sa mise en œuvre, c'est que sans doute elle ne marche pas. Hein, ça, c'est une vieille règle fiscale. Donc, elle n'a pas marché. Et donc, on va essayer de la rendre efficace en disant, ben, peut-être que dans les 25%, si on y ajoutait les dépenses d'amélioration, ce serait plus facile pour faire 25%. C'est exact. Et si on considérait que ce n'était pas simplement des immeubles en centre-ville, mais que c'était des immeubles en ville, ça étend la superficie. Donc voilà les deux modifications qui sont apportées par la loi de Normandie. Alors, il faut juste rappeler qu'on est dans le système Pinel. Autrement dit, dans le système où il faut s'engager à donner en location pendant une période de 6, 9, voire 12 ans, que le locataire en fasse sa résidence principale, que le loyer n'excède pas les seuils prévus par
décret, et que le montant des rémunérations, des revenus du foyer fiscal qui occupe le bien qu'il prend en location n'excède pas un certain montant. Autrement dit, il y a beaucoup de conditions. Quand il y a beaucoup de conditions, il faut toujours se demander si le régime de droit commun n'est pas préférable à un régime dérogatoire sous condition. Parce qu'une condition, ça risque de ne plus être respecté. Et comme on va faire des dépenses d'amélioration sur des immeubles d'habitation, pour un montant qui pourra être de 25% du prix d'acquisition du bien, là, il faudra se poser juste la question suivante. Est-ce que le revenu foncier classique, qui générait un déficit foncier imputable sur d'autres revenus fonciers élevés, imposables à taux élevés, si ce n'est pas mieux, parce que là, je n'ai pas besoin de respecter aucune obligation. Et donc, c'est la raison pour laquelle on peut douter, quelquefois, de l'intérêt général de cette mesure. On vient de rappeler les conditions, et ça me permet aussi de souligner que le Conseil d'État a considéré qu'en ce qui concerne le Pinel, à l'époque c'est du cellier, mais c'est pareil, que le propriétaire doit s'assurer lui-même que le locataire fait du bien loué sa résidence principale. Cette décision est évidemment très importante, ce qui fait qu'un certain nombre d'agents immobiliers ou de syndics ou d'agences qui gèrent les immeubles locatifs, eh bien, de temps en temps, beaucoup le font maintenant, demandent aux locataires de certifier qu'ils ont toujours leur résidence principale dans le local en cause. Et grâce à ça, ils pourront montrer à l'administration qu'ils ont apporté, ils ont essayé d'avoir la justification qu'on leur demande. Le deuxième risque qui est susceptible d'être rencontré, c'est le fait qu'on ne puisse pas respecter les délais de 6 ans ou de 9 ans. Pourquoi? Parce que c'est le foyer fiscal qui souscrit l'engagement de location dans les conditions que je viens de rappeler. Et il peut arriver que le foyer fiscal se disloque. Quand le foyer fiscal se disloque, je regardais les diverses situations qui sont susceptibles d'être rencontrées. La première, très simple, le bien appartenait en propre à l'un des deux conjoints, des ex-conjoints, il est repris par cet ex-conjoint, il continue à les donner en location, il n'y a pas de sujet. Ah, néanmoins, c'est plus le même foyer fiscal. Deuxième cas de figure, lorsque l'on divorce, on vend le bien et on divorce après 7 ans alors qu'on s'est engagé pour 9. C'est une vraie surprise. Parce qu'on va vous... Et on divorce et on vend le bien. On va vous demander la restitution de 7 fois les 7 années de crédit de réduction d'impôt que vous avez pu obtenir. Si je plafonnais à 300 000, ça fait 6 000 € par an. 7 fois 6, 42 000 € à reverser au Trésor au moment du divorce. La question se posera de savoir s'il est utile de rester 2 ans de plus, en créant des problèmes chez les deux, celle qui attend ou celui qui attend et l'autre. Donc ça, c'est pas facile, mais ça coûte cher, surtout qu'on va devoir voir des meubles pas chers, puisqu'il faut aller rapidement le faire. Puis il y a une troisième solution qui consiste à dire qu'on peut attribuer le bien à l'un des deux ex-conjoints. Et c'est là qu'il faut être attentif, c'est que le conjoint, ex-conjoint qui se voit attribuer le bien, doit prendre un engagement auprès de l'administration de poursuivre l'engagement initial. Parce que si on l'a oublié, 42 000. Pas facile. Surtout qu'on lui a attribué le bien, ce sera plus difficile de répartir les 42 000. Il y a une troisième solution que l'administration fiscale vous permet, c'est de maintenir le bien en indivision. C'est possible.
j'étais dans le mariage avec un bien en indivision, je suis hors mariage avec un bien en indivision. C'est assez théorique cette affaire, hein, parce qu'il va falloir se voir de temps en temps pour voir qui déclare les revenus fonciers, comment on les déclare, qui fait les travaux, qui les paye, et comment on répartit la réduction d'impôt. Autrement dit, il faudra que les ex-époux se voient de temps en temps. À chaque fois qu'ils se verront, il y a une certitude, 2 scènes de ménage. Une avec l'ancien époux et l'autre avec le nouveau. Donc, ne pas toujours appliquer ce que vous dit l'administration fiscale. Hein? Ou alors, vous prenez un syndic qui réglera votre affaire. Et il reste une petite mesure, qui n'est pas là-dessus, sur le Pinel. Le Pinel, on ne peut plus le faire que sur du logement collectif. Il faut juste rappeler, on ne le savait pas toujours, qu'on pouvait faire du Pinel sur du logement individuel. Autrement dit, je pouvais acquérir un terrain dans une zone éligible, construire sur ce terrain un immeuble individuel, un pavillon, une maison, et la donner en location à qui je voulais, y compris aux ascendants-descendants. Et c'est là que le bas blesse, si je puis dire, parce qu'il faut faire un petit rappel. En matière de location d'immeubles d'habitation, on peut mettre à disposition tout logement gratuitement auprès de quiconque. J'ai le droit de le mettre à disposition gratuite de ma mère, de mon fils, de ma sœur, de mon frère ou de ma maîtresse. Et personne ne peut rien me dire. Je suis juste considéré comme ayant conservé la jouissance du bien. Donc vous voyez que le législateur se dit quelque chose. C'est là pour ça qu'il hésite sur les ascendants-descendants, parce qu'il se dit, puisqu'on pourrait, si on le voulait, mettre à disposition gratuitement à mon fils le bien, pourquoi je lui réclame un loyer? Parce que le fait de lui réclamer un loyer va me permettre d'obtenir un avantage fiscal, la réduction d'impôt. Et quand j'aurai atteint le terme des 9 ans, si je me suis engagé sur 9 ans, je pourrai décider à ce moment-là de ne plus demander de loyer à mon fils. Et personne ne pourra dire le contraire. Et pourquoi je réclamerai un loyer à mon fils pour payer de l'impôt sur les revenus fonciers, alors que lui, il déduit ça de rien du tout? On voit bien que c'est comme ça que ça va se passer. Et quand on a le bien individuel, le pavillon, on peut penser que le locataire, le fils, c'est lui qui va faire les plans, c'est lui qui va demander à son père de faire les choses telles qu'il les entend, et qu'on est en train de lui construire, de lui payer sa résidence principale, qu'il va conserver tout au long de sa vie, puisqu'elle lui plaît tellement. Et voilà pourquoi l'administration ayant constaté un certain nombre de situations de cette nature qui sont tout à fait légales, mais qui ne correspondent pas strictement à ce que voulait le législateur, elle a dit, au lieu de créer des problèmes d'abus, pas d'abus, on va mettre dans la loi qu'on ne peut plus faire de Pinel sur de l'individuel. Et c'est à partir de 2021, vous avez encore un an pour faire plaisir à vos enfants. Bien, l'autre crédit d'impôt, réduction d'impôt, je passe vite, je crois que vous avez qu'à lire le dispositif, hein, puisque c'est expérimental, 75%, il y aura des dons aux organismes d'aide aux victimes de violences domestiques. Bien. Le Malraux. Le Malraux, c'est autre chose, c'est une réduction d'impôt de 30 ou 22% sur des dépenses qui peuvent être de 400 000 € sur une période de 4 ans. 30% sur 400 000, ça fait 120 000 € sur une période de 4 ans. Répartis un peu comme on veut. On voit bien
que cette réduction d'impôt ne peut pas entrer dans les niches fiscales. Donc c'est une réduction d'impôt qui peut s'imputer à hauteur de son montant sur un impôt sur le revenu dû. Alors évidemment, si j'impute, j'imagine, 40 000 ou 60 000 de réduction d'impôt, parce que je peux faire 120 000, ben, il faut que j'ai un impôt au moins de 60 000. Réduction d'impôt, comme vous le savez, ça a été rappelé l'année dernière, ça ne peut que s'imputer sur l'impôt dû, contrairement au crédit. Donc, sur le Malraux, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que tout simplement, c'est reconduit jusqu'en 2022. 31 décembre 2022,